Rabat appelle son ambassadeur à Alger pour consultation. Le Makhzen se dit offensé par les déclarations de Abdelaziz Bouteflika à propos des droits de l'homme au Sahara occidental. Le ministre de l'Industrie emboîte le pas à Saad Rabrab. Amara Ben Younes révèle que l'État algérien est prêt à débourser plus que l'offre de l'homme d'affaires Rabrab pour acheter Michelin. Le secrétaire d'État américain sera en visite officielle début novembre. Pour parler des enjeux de cette visite, nous recevons ce soir M. Smaïl Chikhoun, président du Conseil d'affaires algéro-américain. Le coup d'envoi du Salon international du livre d'Alger a été donné hier, au moment où le projet de loi régissant le marché du livre a été approuvé en Conseil des ministres, un projet qui ne fait pas l'unanimité dans le secteur de l'édition. Le bilan des migrants clandestins morts début octobre est en hausse. 92 cadavres ont été retrouvés entre le Niger et l'Algérie, dont presque 50 enfants. En Tunisie, au lendemain de 2 attentats avortés, une autre bombe a été découverte au centre de la ville de Sfax ce matin. Madame, Monsieur, bonsoir. Nouvelle réaction épidermique du Maroc. Rabat a appelé son ambassadeur à Alger pour consultation. Le Makhzen estime avoir été offensé par la demande du président Abdelaziz Bouteflika à assurer la protection des droits de l'homme dans les territoires occupés du Sahara occidental. Ahmed Bey. Le ministère des Affaires étrangères marocain a appelé en consultation son ambassadeur à Alger. Réaction inattendue que Rabat justifie par, je cite, « la multiplication des actes de provocation et d'hostilité de l'Algérie à l'égard du royaume, notamment s'agissant du différend régional au sujet du Sahara marocain. » Le ministère marocain a qualifié de manœuvre de diversion contre-productif l'appel du président Abdelaziz Bouteflika à la communauté internationale pour l'installation d'un mécanisme de suivi et de surveillance des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés. Il s'avère que le principal initiateur de ce projet ne sont autres que les États-Unis d'Amérique. Ce pays avait d'ailleurs inscrit la création de ce mécanisme dans le dernier projet de résolution sur le Sahara occidental présenté en avril dernier par le Conseil de sécurité de l'ONU. Rabat n'avait pas, pour autant, rappelé son ambassadeur à Washington. Il est évident que le rappel de l'ambassadeur à Alger n'est qu'une manœuvre qui entre dans une logique de surenchère à consommation interne. En situation d'échec dans sa gestion du Sahara occidental, le Makhzen applique sa spécialité, s'attaquer à son voisin algérien. Reste à savoir jusqu'où ira le roi. Justement, aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères algérien a exprimé son regret quant à l'appel du Maroc de son ambassadeur en Algérie. Il regrette cette décision qu'il qualifie d'injustifiée et d'escalade malencontreuse. On reste toujours en politique. Le FFS a organisé une convention nationale sur la situation et le devenir du secteur de l'énergie en Algérie et un invité qu'on ne s'attendait pas à voir, Ammar Saïdani, le patron du FLN, convié à la rencontre, mais pas seulement des représentants du Parti des travailleurs, du MSP et du MPA. Notamment, leur présence ne veut rien dire. Il n'est pas question d'alliance, on fait entendre des responsables du FFS. Amara Ben Younes dégonfle l'offre de Rabrab. Le ministre de l'Industrie a révélé mardi à partir de CETIF que le groupe Cévital s'apprêtait à débourser 1,7 milliard de dinars pour le rachat de Michelin en Algérie. Amara Ben Younes a annoncé que l'État a décidé de faire jouer son droit de préemption pour acquérir cette société. Si Michelin décide toujours de vendre à ce prix-là, nous allons donner les 1,7 milliard et les 10% du droit de préemption sur cette usine, a déclaré le ministre de l'Industrie. Une question s'impose, se dirige-t-on vers un nouveau scénario à l'Adjizi? Mohamed Ben Barki, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a reçu une délégation du groupe américain Pharma, conduite par son vice-président Ashraf Alam. Les discussions ont porté essentiellement sur la mise en place du projet pharmaceutique de biotechnologie prévu à Sidi Abdallah. Les investissements américains en Algérie, on en parlera dans quelques minutes avec notre invité sur le plateau d'Atlas TV, M. Smaïl Chikhoun, président du Conseil d'affaires algéro-américain.
Le Salon international du livre d'Alger a été inauguré officiellement hier par le Premier ministre et la ministre de la Culture. Jusqu'à 8 novembre, le SILA réunira des centaines d'éditeurs algériens et étrangers. Justement, en parlant de l'édition, le projet de loi régissant le marché du livre a été approuvé en Conseil des ministres, mais il ne fait pas l'unanimité dans le secteur de l'édition. Alors que les professionnels du monde littéraire clamaient des textes pour venir alléger les contraintes, un projet de loi répressif qui semble voir le jour. Zineb Maïch. Il est fin prêt. Il ne manque plus que le décret d'application. Le projet de loi sur les activités et le marché du livre en Algérie vient de passer en Conseil des ministres. Il a été annoncé comme devant faciliter l'activité des éditeurs. Techniquement, il est question pour la ministre de la Culture Khalida Toumi et le Premier ministre Abdelmalek Sellel de placer un cadre normatif à caractère législatif destiné à encadrer toutes les activités de la chaîne du livre. Dans le monde de l'édition, les avis sont partagés. Des professionnels applaudissent la volonté de clarifier les prérogatives de chacun et avancent que le secteur a besoin qu'on y mette de l'ordre. D'autres éditeurs sont plus sceptiques et dénoncent une loi répressive. Le projet de loi constitué de 62 articles stipule que sont soumis à autorisation ou déclaration préalable les activités d'édition, d'impression, les importations de livres, les bibliothèques privées, les dons de livres étrangers, les livres religieux, les livres scolaires, les achats de livres hors wilaya et d'autres. Boussad Ouadi, éditeur, s'insurge. Dans son site, il appelle les professionnels du livre à s'inscrire contre ce projet de loi. Le texte fait craindre la mainmise de l'État sur la production littéraire. Il mettrait en danger le développement du métier du livre et porterait préjudice aux droits et à la liberté des citoyens. Le spectre de la censure est avancé. En effet, l'effort visant à baliser un secteur voué à lui-même pourrait ouvrir la porte aux excès et aux interdictions. Les questions de souveraineté et de respect à la Constitution sont souvent prétextées pour brimer la production artistique. Les nombreux auteurs algériens vivant à l'étranger sont là pour le prouver. Le bilan des cadavres de migrants clandestins retrouvés entre le Niger et l'Algérie a atteint les 92. Après la découverte de 5 dépouilles lundi, les corps de 7 hommes, 32 femmes et 48 enfants appartenant au même groupe de clandestins ont été retrouvés hier dans le désert. Ces migrants ont trouvé la mort début octobre dans ce voyage pour l'Algérie, ce qui fait de ce drame l'un des plus meurtriers sur les routes migratoires nigériennes depuis au moins une décennie. Selon le responsable de l'ONG Harry Rinman, les corps décomposés étaient dans un rayon de 20 km et en petits groupes, souvent sous des arbres ou en plein soleil, parfois une mère et ses enfants, parfois des enfants seuls. Au Niger, 20 à 25 millions d'euros ont été versés en échange de la libération mardi des 4 otages français pour payer les ravisseurs et les intermédiaires, selon une source proche des négociateurs nigériens cités par l'AFP. Le Monde, de son côté, croit savoir que l'argent a été prélevé sur les fonds secrets alloués aux services de renseignement. Selon le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, la France a toujours eu la même ligne depuis 3 ans. On ne paye pas parce que sinon on entre dans une autre logique. Fin de citation. En Tunisie, du nouveau concernant les 2 attentats perpétrés hier à Sousse et à Monastir. Le ministère de l'Intérieur a annoncé l'arrestation de 5 éléments terroristes impliqués dans les attentats. Le porte-parole du ministère, Mohamed Ali Laroui, a indiqué que les auteurs de ces actes appartiennent à Ansar Sharia, un groupe salafiste djihadiste classé depuis août comme organisation terroriste par les autorités. De son côté, Radio Shems FM, la tunisienne, a révélé que la police a découvert une grande quantité d'explosifs dans une maison située sur la falaise de Monastir, près du port de plaisance de cette station touristique. Toujours en Tunisie, à la place Marbourg, au centre-ville de Sfax, à proximité de la municipalité de la ville, une bombe a été découverte ce matin. Une alerte à la bombe a été lancée et les citoyens ont été appelés à évacuer cette place de forte affluence. En Palestine, au lendemain de la libération de 24 prisonniers palestiniens sur 500 environ encore détenus, un jeune Palestinien de 22 ans a été tué la nuit dernière par les troupes d'occupation israélienne en Cisjordanie. En plus de cette victime, les Palestiniens devront compter d'autres pertes, celles de pans entiers de leur territoire livrés aux colons israéliens. Ahmed Hali. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour la Cisjordanie.
sauf pour ce qui est de la colonisation israélienne effrénée. Hier, c'était la joie des retrouvailles pour les familles des 26 détenus palestiniens libérés par les Israéliens en signe, je cite, de bonne volonté. Une joie certes compréhensible, mais un peu trop démonstrative au regard des enjeux et du prix à payer en termes de territoire perdu. Aujourd'hui, c'est une Cisjordanie en colère qui a porté le deuil d'un jeune Palestinien de 22 ans, abattu au petit matin près de Jenin. On libère d'un côté, puis on arrête et on tue de l'autre. Le gouvernement israélien libère 24 prisonniers, un chiffre dérisoire par rapport aux 5000 encore détenus, mais il autorise de nouvelles colonies israéliennes. D'où le côté surdimensionné, voire incongru, de la liesse qui régnait mercredi soir en l'honneur des détenus élargis. En échange, les Palestiniens retournent à la table de négociation avec beaucoup de réticence. Ils sont surtout persuadés qu'à la manière dont les choses évoluent, leur Palestine, ou ce qu'il en reste, ressemblera bientôt à un morceau de gruyère dans lequel ils n'auront que les trous. Les installations de production d'armes chimiques en Syrie ont été rendues inutilisables avant la date butoir du 1er novembre. Selon l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, le stock d'armes chimiques doit quant à lui être détruit d'ici mi-2014. La Syrie a achevé de rendre inutilisables ses installations de production et d'assemblage d'armes chimiques. Un nouvel épisode dans le feuilleton de l'espionnage américain. Le Washington Post a révélé hier que la NSA avait intercepté les données privées de centaines de millions d'utilisateurs de Google et Yahoo, dont des Américains. D'après des documents fournis par Edward Snowden, ce programme de surveillance appelé Muscular aurait permis de récolter 181 millions d'éléments métadonnées sur des courriers électroniques, textes, vidéos ou audio au cours des 30 jours précédents. Je vous le disais dans le sommaire, le secrétaire d'État américain John Kerry sera en Algérie en visite officielle les 6 et 7 novembre. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé pour le moment. Et pour mieux parler des enjeux de cette visite, nous avons avec nous M. Smaïl Chikhoun. Vous êtes président du Conseil d'affaires algéro-américain et vous accompagnez une délégation américaine du groupe Pharma dans le cadre de la coopération dans le secteur médical. C'est bien ça, M. Chikhoun. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de m'inviter. Effectivement, nous avons accompagné une délégation du groupe Pharma qui rassemble toutes les entreprises américaines qui sont dans la pharmacie et dans la biotechnologie. Donc, nous sommes venus finaliser, au fait, le mémorandum d'entente, puisqu'on a commencé à discuter il y a un peu longtemps de ça, à vrai dire, il y a près de 2 ans maintenant, mais, alhamdoulilah, maintenant, on est arrivé à ce que chacun des 2 parties pratiquement a défendu ses intérêts. D'ailleurs, je devrais le dire, l'Algérie a très bien défendu ses intérêts. Et il est question d'une coopération, d'un partenariat pour faire de l'Algérie, à l'horizon 2020-2030, un pôle de biotechnologie, à l'instar de celui de Singapour pour l'Asie, celui de Dublin en Europe et évidemment Boston, le plus ancien, aux États-Unis. Donc cette coopération, elle est surtout pour la formation de chercheurs, puisqu'il est question de faire beaucoup de recherche et développement pour que dans la fin du programme, qui est 2020-2030 même, d'avoir, si vous voulez, à développer des nouvelles molécules ici, qui seront fabriquées ici, et c'est donc, ça a trait à beaucoup de recherche et développement. Et justement, si on parle de John Kerry, lui aussi, il a des projets pour l'Algérie, j'imagine. Quels sont les enjeux importants de cette visite ? Écoutez, il vient dans le cadre du dialogue stratégique. Vous savez, il y a 1 an, le gouvernement algérien s'était déplacé à Washington, D.C., et c'était les premières discussions. Et c'est bien d'ailleurs de savoir que maintenant, il y a ce dialogue stratégique entre les États-Unis et l'Algérie. Et puis là, ils viennent, c'est le 2e round. Et ce 2e round, c'est les Américains, c'est le gouvernement américain qui vient en Algérie. Et donc, c'est M. John Kerry, le secrétaire d'État, qui accompagne cette délégation. Ils vont discuter évidemment de toute coopération, ça va de la coopération militaire jusqu'à évidemment tout ce qui est économie, et c'est d'ailleurs le gros volet, c'est surtout l'économie, et c'est dans le cadre d'une diversification des relations actuelles économiques qui sont basées surtout dans l'hydrocarbure, mais ces 2 dernières années, on a réussi à diversifier un petit peu cet échange commercial qui fait que maintenant, il y a d'autres secteurs
où nous travaillons. Et le dernier exemple, c'est celui de la santé pour la biotechnologie. Et justement, parlons des intérêts économiques des Américains hors le secteur des hydrocarbures. Vous pensez qu'ils seraient intéressés par d'autres secteurs, mis à part celui de la santé, justement? Oui, oui. Vous savez, l'Algérie est devenue un pays attractif pour plusieurs raisons. D'abord, sa situation géostratégique, le plus grand pays d'Afrique, qui peut donc servir à partir d'ici pour tout business, pour le Moyen-Orient et pour l'Afrique. Et puis, politiquement, c'est le pays le plus stable. C'est le plus stable actuellement de la région MENA, évidemment. Un pays qu'il y a beaucoup de ressources humaines. Et donc, effectivement, il devient du coup attractif avec, évidemment, presque à zéro. Il n'y a pas si vous voulez, tous les échanges qui se font actuellement, le gros passe par les hydrocarbures, évidemment, encore une fois, mais il y a d'autres secteurs qui sont en train de se développer. Vous avez vu récemment, il y a General Electric qui va carrément monter une usine ici pour les turbines. Il y a également des tracteurs qui sont fabriqués à Constantine, Ferguson. Il y a des câbles. Il y a un partenariat entre l'ENACABLE et la General Cable. Il y a également récemment dans l'habitat ce partenariat entre le Batimétal et Frame Steel américaine. Donc c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de partenariats en dehors des hydrocarbures, que ce soit dans les transports, que ce soit dans l'agroalimentaire, comme dans les autres secteurs. Justement, un autre secteur qui intéresse beaucoup les Américains, à savoir la sécurité. Les Américains voudraient que l'Algérie joue un rôle très important et actif dans la région, que l'Algérie joue un rôle actif dans la région du Sahel. Mais est-ce que vous pensez que les Américains seraient disposés à vendre des armes de technologie avancée, les drones par exemple, à l'Algérie, pour que l'Algérie joue un rôle efficace justement et puisse lutter de manière efficace contre les groupes terroristes? Mais je crois que dans l'ensemble, comme je l'ai dit, il y a déjà une coopération militaire qui se fait. Elle est basée surtout dans l'antiterrorisme. Les Américains reconnaissent l'exemple algérien. L'Algérie donc a vécu, a une expérience, et qui est d'ailleurs décrite à chaque fois, l'expérience algérienne, par sa réussite après à reprendre une stabilité. C'est là d'ailleurs le facteur le plus important, c'est cette réussite. Après ce qui s'est passé, c'est que de s'en sortir et d'aller même mieux qu'avant. Donc c'est surtout cet aspect-là, et je vous assure que les gens décrivent un petit peu cet exemple-là. Oui, effectivement, l'Algérie a cette expérience dans la lutte antiterroriste. Les Américains, ça les intéresse. Je pense qu'il n'y a pas que les Américains, même les gens, même l'Europe, etc. Mais en général, il y a déjà une coopération militaire qui se fait entre l'Algérie et les États-Unis. Maintenant, dans les détails, ce qu'il y a dans cette coopération, je laisserai ça aux gens habilités à le faire. D'accord. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Smaïl Chikhoun. Vous êtes président du Conseil d'affaires algéro-américain. Merci, c'est moi qui vous remercie. Si vous n'avez rien prévu pour demain, vous pouvez assister à la projection en 3D d'un documentaire sur les murs de la Grande Poste à Alger à partir de 18h. C'est à l'occasion du 59e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale que l'APC d'Alger Centre et les esprits créatifs organisent cet événement. Soyez au rendez-vous. Merci de nous avoir prêté attention. Bonne soirée sur Al Atlas TV.